Bonjour encore une fois, une dernière fois à tous et à toutes. Nous allons pouvoir commencer. Je vois que nous avons déjà presque 70 participants, donc c'est super. Donc, nous vous remercions de votre présence à ce webinaire sur le processus de plans nationaux d'adaptation PNA qui répondent aux questions de genre et aussi à la question comment maximiser l'impact des analyses de genre. Très bien, donc je vais continuer avec quelques points d'ordre logistique avant de commencer. Donc ce webinaire, comme vous savez, il durera 1 heure à peu près. N'hésitez pas à dire bonjour et à vous présenter en tapant votre nom, vos prénoms et pronoms et votre organisation dans la boîte de dialogue. Donc vous pouvez nous faire un petit coucou. Nous allons enregistrer cette session et allons aussi partager la vidéo et les diapositives avec vous dans les prochains jours. Si vous avez des questions et des commentaires ou voire des problèmes techniques, n'hésitez pas à nous faire part dans la boîte de dialogue et nous allons faire de notre mieux de vous appuyer et régler le problème. Très bien, donc on peut passer au vif du sujet. Donc je vais commencer par parler du réseau mondial. Donc nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir à ce webinaire sur le processus de plans nationaux d'adaptation qui répondent aux questions de genre. Nous parlerons aujourd'hui des impacts des analyses de genre spécifiques au processus PNA et de comment maximiser leur effet. Ce webinaire se fera en 3 parties. Tout d'abord, on va proposer un rappel rapide des liens entre analyse de genre et processus PNA, puis une table ronde avec la participation de 3 intervenants et intervenantes du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Tchad, que je vous présenterai dans un instant. Et le but, c'est de leur permettre d'échanger sur les impacts et les facteurs de succès des analyses de genre réalisées dans ces 3 pays avec notre appui. Et finalement, cette table ronde, elle sera suivie d'un échange avec vous tous et toutes. Et nous conclurons nos échanges par une présentation rapide de la note d'information que nous lançons formellement aujourd'hui à ce sujet. Et je vous invite à déjà accéder à cette note que mes collègues vont poster dans le chat. Cette note, elle est disponible en français et en anglais. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'avoir 4 intervenantes et intervenants. Donc, je commence par introduire ma collègue Aurélie Seinos, qui est conseillère genre et inclusion sociale du réseau mondial de PNA. Bonjour Aurélie. Elle est co-auteure de la note de synthèse que nous lançons aujourd'hui. Elle présentera la note et aussi elle va animer la table ronde. Puis ensuite, nous avons Madame Anna Kofi Kouame, qui est la chef de l'unité genre et climat au sein du programme national sur le changement climatique du ministère de l'Environnement et du Développement durable de la Côte d'Ivoire. Nous sommes ravis de vous avoir ici. Puis Madame Colette Benouji, qui est la directrice de l'association Lead Tchad et autrice principale de l'analyse genre, PNA, que le réseau a appuyé au Tchad. Et finalement, Monsieur Moudjahid Wabi, qui est le chef de service adaptation à la Direction générale de l'environnement et du climat au sein du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable du Bénin. Donc, un grand merci à eux pour leur disponibilité et aussi leur volonté à partager leurs expériences aujourd'hui avec nous. Alors, je vais prendre une petite minute avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore le réseau mondial de plan national d'adaptation. C'est une initiative qui vise à renforcer la planification et l'action en matière d'adaptation au niveau national dans les pays en voie de développement. Euh, cette, le, le réseau, il est financé euh, et en ce moment par l'Allemagne, par le Canada, l'Irlande et les États-Unis. Le réseau, il a été établi en 2014 et aujourd'hui, il relie plus de 2000 participants de plus de 155 pays. Et nous faisons cela,
la connexion, le réseautage. D'abord en fournissant une assistance technique sur le processus PNA, mais aussi en facilitant l'apprentissage et l'échange sud-sud entre pairs sur le processus PNA, et aussi en générant et en synthétisant et partageant des connaissances sur les facteurs de succès et efficacité des PNA. Donc, par exemple, à travers de la rédaction de cette note de synthèse que nous lançons aujourd'hui. Et au cours de ces dernières 9 années, et par le biais de ces activités, nous sommes vraiment forcés et efforcés de mettre en évidence le rôle du processus PNA en tant que fondement d'une action d'adaptation efficace. Le processus PNA, il favorise la coordination, il fixe les priorités politiques et il permet de mobiliser des ressources et même de suivre des progrès réalisés par les pays en matière d'adaptation. Et pour nous, donc, le genre est un des thèmes vraiment clés pour le réseau. Et c'est sur ce sujet que nous allons nous concentrer un peu plus aujourd'hui. Et vous voyez sur la diapo ici quelques chiffres clés par rapport à ce que nous faisons. Donc, une dernière petite intervention de ma part. Donc, pour le réseau, il est en effet crucial d'intégrer le genre dans les politiques et les actions d'adaptation, car pour nous, l'égalité des genres est un droit humain. C'est notre base, notre point de départ. Et donc, en promouvant une approche qui répond aux questions de genre, le réseau contribue ainsi à l'atteinte des ODD et aussi au respect de l'accord de Paris. Et enfin, cette approche permet d'augmenter l'efficacité des politiques et aussi des projets d'adaptation. Parce qu'en effet, comme le rappelle le GIEC, une gouvernance inclusive qui priorise l'équité et la justice pour la planification et la mise en œuvre de l'adaptation, elle mène à des résultats plus durables et meilleurs pour l'adaptation quand elle est inclusive et quand elle promeut l'équité. Et donc, le processus PNA, il présente vraiment une opportunité importante pour lutter contre les inégalités de genre s'il est entrepris d'une manière sensible au genre. Et donc, qu'est-ce que c'est ces analyses de genre dont nous parlons? Donc, c'est un outil clé qui permet d'intégrer le genre dans le processus PNA, et ceci, quelle que soit l'étape à laquelle on se retrouve. Donc, ça peut être, par exemple, au cours du lancement du processus, mais aussi déjà en phase de mise en œuvre ou l'évaluation mise à jour du PNA. Donc, c'est un outil qui peut être utilisé à n'importe quel moment. Et le réseau, il a ainsi appuyé 9 analyses de genre entre 2017 et 2022 à différents stades, comme vous pouvez voir sur la diapo. Par exemple, en 2019, nous avons fait une première analyse de thèmes communs entre les, euh, les différentes publications et consolidé aussi des leçons apprises. Et aujourd'hui, nous lançons notre deuxième note qui porte sur les impacts de ces analyses après quelques années et aussi quelques conclusions par rapport aux facteurs qui permettent de maximiser l'impact. Voilà, donc je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Aurélie, qui est l'experte à ce sujet, et elle va pouvoir vous dire plus sur les analyses du genre spécifiques au processus PNA et aussi lancer notre panel. Donc, merci à vous et merci Aurélie, c'est à toi. Merci David et bonjour à tous et à toutes et ravi d'être avec vous. J'espère que vous m'entendez bien. Effectivement, avant de commencer la discussion avec notre excellent panel, on souhaitait simplement souligner ce qu'est une analyse de genre puisque tout le monde n'a pas forcément été impliqué directement dans des analyses de genre pour le processus de plan national d'adaptation. Et effectivement, l'analyse de genre, globalement, elle examine les différences entre et parmi les femmes, les hommes, les filles, les garçons, aussi les personnes de genre différents en matière de rôle, de responsabilité et d'accessibilité et de contrôle des ressources. Elle vise aussi à comprendre les rôles et les dynamiques de genre, les dynamiques de pouvoir, ainsi que leur influence sur les priorités et les besoins respectifs des femmes, des hommes
et des personnes de genres différents. Et elle offre la plupart du temps une base pour intégrer la dimension genre dans les politiques, les programmes, les institutions, en vue de garantir des avantages équitables aux femmes, aux hommes, aux garçons et aux filles. Et effectivement, on peut faire des analyses de genre pour les processus PNA, mais aussi pour les programmes de développement, pour les programmes et les projets d'adaptation au changement climatique ou de mitigation. Effectivement, les analyses de genre peuvent avoir différents objectifs. Et donc, lorsqu'on avait fait notre première note de synthèse et qu'on avait analysé les thèmes communs des analyses de genre pour les processus PNA, donc de plan national d'adaptation, il y avait 4 composantes majeures des analyses de genre qui sont ressorties. À la fois, la première composante, c'est le fait d'avoir une analyse politique et institutionnelle du genre, donc comment est intégré le genre dans les politiques, dans les institutions, en particulier d'adaptation au changement climatique. Une analyse plus technique qui examine les liens entre le genre et les changements climatiques à un niveau plus local et plus technique, donc afin d'identifier les considérations pratiques concernant la priorisation, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des mesures d'adaptation. Et grâce à ces deux analyses politiques, institutionnelles et techniques, une analyse des répercussions de ces problèmes, entre guillemets, ou de ces inégalités sur le processus PNA, puis la formulation de recommandations pour le processus PNA. Et les formes des analyses de genre pour le processus PNA peuvent varier d'un pays à l'autre, elles s'adaptent au contexte, mais effectivement, on retrouve généralement ces quatre volets. Donc avec ces informations, on va pouvoir lancer le panel et vraiment discuter des impacts des analyses genre qu'on a pu mener au sein du réseau et en particulier au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Tchad. Donc il nous manquait un panéliste à cause de problèmes de connexion, donc monsieur Wabi, mais j'espère qu'il va pouvoir se joindre à un moment ou à un autre. Mais en tout cas, nous avons avec nous Madame Anna Kofi Kwame. Donc, comme vous l'a présenté David, elle est point focal national genre et climat de la CNUC et responsable de l'unité genre et climat en Côte d'Ivoire. Et nous avons aussi Madame Colette Benoudi, qui est directrice de l'association Lead Tchad et l'auteur principal de l'analyse genre PNA qui avait été réalisée pour le Tchad. Anna et Colette, est-ce que je peux vous laisser allumer vos vidéos pour qu'on puisse vous voir? Merci Colette, merci Anna en tout cas d'être ici disponible pour cet échange. Donc on va euh, on va commencer ce panel et donc on va commencer avec la Côte d'Ivoire si vous me le permettez. Et donc la Côte d'Ivoire a réalisé son analyse genre en 2019 au moment du lancement du processus PNA, mais n'a pas encore publié son document de PNA qui est en cours de finalisation et qui devrait l'être sous peu. Et donc si Anna, si vous deviez décrire les 2, 3 changements majeurs qu'a permis cette analyse, qu'est-ce que vous mettriez en avant? Ok, merci Aurélie. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, chers panélistes aussi. Deux, trois changements qui ont permis, je dirais d'abord le premier, l'obtention du financement Readiness du Fonds vert. L'analyse des gens a contribué à l'acceptation du projet soumis au Fonds vert climat concernant la préparation du plan national d'adaptation. Aussi, on peut dire que depuis que nous avons fait cette analyse, la cellule genre et inclusion sociale du Programme national changement climatique du ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement a également aidé plusieurs équipes à intégrer le genre dans leur projet d'atténuation ou d'adaptation au changement climatique en utilisant les constats pertinents de cette analyse. Un troisième point qui est vraiment important, je dis bien, ça a permis le démarrage de l'intégration du genre dans le processus d'adaptation. Je dis bien démarrage puisque nous n'avons pas encore totalement intégré le genre dans le processus d'adaptation. En effet, grâce à ces analyses, ça a permis un partenariat entre le ministère de la Femme, Famille et de l'Enfant, et le ministère qui a le monopole du genre en Côte d'Ivoire, et le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui a le monopole des changements climatiques.
pour permettre l'intégration vraiment de façon efficace des questions de genre et changement climatique. Aussi, il y a la coordination entre tous les acteurs et tous les secteurs travaillant sur les questions de genre et ou de changement climatique. Il y a un peu ça, comme ce fut le cas par exemple du PNA, où tous ces acteurs ont été vraiment invités à participer à l'identification des indicateurs pour les options d'adaptation pour l'élaboration du PNA qui est en cours de finalisation, comme vous l'avez souligné, Aurélie. Voilà. Donc, je peux dire que c'est vraiment ces trois changements majeurs qu'on pourrait citer là tout de suite pour la Côte d'Ivoire. Merci. Merci Anna. Et du coup, je vais donner la parole à Colette aussi. Colette, votre positionnement est un peu différent puisque vous n'êtes pas membre du gouvernement, mais vous êtes une des auteurs de l'analyse de genre pour le Tchad et vraiment une membre active de la société civile. Et du coup, le Tchad, lui, donc l'analyse genre a été réalisée en 2021. Le PNA a été publié en 2022. Et pour vous, quels seraient les bénéfices ou quels ont été les bénéfices de cette analyse pour le processus PNA? Ah, vous êtes encore en mute. Le micro, oui. Voilà. Oui. Merci Aurélie. Euh, il faut dire, le Tchad, il dispose d'un arsenal des actrices genre et aussi beaucoup des organisations de femmes qui ont réalisé vraiment que leur voix changeait des choses et portait, mais qui n'avaient pas fait un lien direct forcément entre le genre ou l'adaptation ou le changement climatique. Et notre étude nous a vraiment permis de faire ce lien et de fournir donc les éléments qui manquaient pour que cette connexion fasse déclic chez la société civile. Et donc, les bénéfices de cette étude, c'est vraiment que cela a influencé les comportements parce que le Tchad, durant notre étude, nous avons encore vu que les normes sociales et culturelles étaient donc une barrière importante pour l'avancement de cette question. Et à travers cette étude, les gens ont réfléchi et ont trouvé vraiment que c'était une piste à creuser pour une bonne intégration du genre dans le changement climatique. Et aussi, cela coïncidait avec le timing aussi du réseau global qui avait fait aussi des normes sociales et de changement climatique une de ses priorités. Donc, en gros, il y a vraiment cette question et nous avons trouvé pas mal de choses et aussi des gens qui ont enfin compris que ce qu'ils font n'était pas seulement que de l'adaptation parce qu'il y a beaucoup de sociétés civiles ou bien même de gouvernement qui a des projets, mais on parle souvent des projets de moyens de subsistance, on donne les noms, mais en réalité, c'était des projets d'adaptation. Vous allez trouver des femmes qui répondent vraiment dans les cultures maraîchères ou bien dans les projets de cueillette et tout ça. Et il faut parler avec les autres pour comprendre que les femmes sont en plein dans l'adaptation et que le genre et l'adaptation, c'était donc un couple qui devrait gagner tous ces secteurs parce que le changement climatique est intersectoriel et le genre est intersectoriel. On a réussi à mettre les deux dans cette étude. Donc, je crois que c'est vraiment cette base qui a été très bénéfique pour notre élaboration du processus. Merci Colette. Et effectivement, quand on a écrit cette note, un des points que vous avez souligné, c'est que certaines femmes qui ont participé à l'étude, qui ont enfin, répondu à l'enquête, effectivement se sont senties plus concernées par le changement climatique et effectivement font plus entendre leur voix maintenant suite à l'analyse. Donc c'est les données et le rapport qui sert, mais c'est aussi le processus qui est utile pour renforcer les personnes et leur donner, enfin les personnes de différents genres et leur donner une voix dans ce processus et de PNA
qui reste souvent à un niveau plus ministériel, on va dire. Donc, c'est vrai que ça a été vraiment parlant. Et du coup, on voit bien à travers vos témoignages, vos deux témoignages, que ces analyses ont permis de mieux intégrer le genre dans le processus, ou en tout cas, ont constitué un point de départ. Est-ce que vous pourriez citer, selon vous, un ou deux facteurs qui ont facilité ces changements, qui ont rendu ces changements possibles? Voilà, un ou deux facteurs de succès. Donc, je sais pas, Anna ou Colette qui veut. Peut-être on va donner la parole à Colette en premier pour commencer, et puis et Anna par la suite. Et moi, je citerai en premier le bon timing qui avait vraiment contribué à l'inclusivité de cette étude parce que le processus démarrait avec le processus du PNA préliminaire au Tchad. Donc, cela nous a vraiment permis de travailler en synergie avec tous les consultants qui étaient et autres acteurs qui étaient concernés par les PNA. Et je peux imaginer que beaucoup dans le groupe, le classeur qui a dirigé le PNA comprend totalement le document et aujourd'hui, ils sont des bons alliés pour l'intégration du genre dans le PNA. Et avec les différents ateliers et avec aussi mon appartenance, vous l'avez signalé, à la société civile, cela a fait aussi qu'il y ait un facteur d'inclusivité parce que la société civile ou que ce soit les acteurs publics se sont mis ensemble vraiment pour faire ce document, hein. Donc, souvent, j'ai du mal à dire que je suis l'auteur principal de ce document parce que c'est vraiment un document très participatif, un processus participatif et itératif comme on l'a souhaité. Merci, merci Colette. Donc du coup, effectivement, le timing qui a contribué vraiment à pouvoir utiliser les recommandations. Donc ça s'est fait juste avant la finalisation du PNA et l'inclusivité du processus. Anna, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui ont compté pour la Côte d'Ivoire? Pour la Côte d'Ivoire, je dirais, Aurélie, qu'il y en a deux facteurs. Le premier, c'est le leadership. Voilà. Et pourquoi le leadership? Parce que le leadership a permis de garantir un engagement des uns et des autres autour de la thématique. C'est-à-dire qu'il fallait avoir un certain leadership pour essayer de réunir tous les acteurs, leur expliquer les deux thématiques, comme l'a souligné Colette tout à l'heure, le genre et les changements climatiques sont deux thématiques nouvelles. Donc, le lien entre les deux, il fallait mieux expliquer et associer vraiment tout le monde. Il fallait s'imposer dans différents secteurs. Donc, je dirais, comme je l'ai dit tantôt, le premier facteur, c'est le leadership. Ensuite, le deuxième facteur pourrait être la synergie d'action, qui est un élément vraiment très important et qui nous sert d'ailleurs pour l'élaboration du PNA qui est en cours de finalisation. La synergie d'action qui comble souvent les déficits d'appui financier et technique indispensables à l'aboutissement de la transformation souhaitée ou attendue. Donc, vraiment, la synergie d'action est vraiment un facteur très important pour l'élaboration du PNA. Donc, ces deux facteurs, on pourrait dire pour la Côte d'Ivoire, qui nous ont été vraiment très utiles. Merci. Merci Anna. Et peut-être je vais rebondir sur un point qu'on avait aussi souligné lors des entretiens pour écrire cette note de synthèse. On avait aussi parlé de la communication. Est-ce que c'est un point qui a joué selon vous pour la Côte d'Ivoire? Pour la communication, ouais, on pourrait dire, comme on l'a dit tantôt dans notre entretien, on essaie un tant soit peu de communiquer sur les différentes activités que nous faisons, parce que là, la sensibilisation était vraiment un élément important dans les questions de genre et changement climatique, adaptation. Donc, c'est plus sur cet aspect-là que nous avons misé. Donc, je pense que on a quand même fait un peu de la communication, mais maintenant que notre PNA, une fois fini, je pense qu'on pourra mieux axer sur la communication, la mise en œuvre de la communication. Voilà. D'ailleurs, je profite pour vous dire merci puisque vous nous appuyez pour faire la stratégie de communication de ce PNA qui sera bientôt disponible. Donc, je pense qu'on pourra mieux communiquer là-dessus. Merci. Merci Anna. Et Colette, sur les aspects de communication aussi, est-ce que vous auriez des recommandations pour que ces analyses soient accessibles et aussi utiles aux organisations de la société civile? Parce que c'est vrai que parfois, elles restent un peu au niveau du gouvernement ou de l'équipe PNA. Donc, est-ce que vous auriez certaines recommandations sur ce point?
Oui, tout à fait, Aurélie. À mon avis, le processus nécessite une communication réactualisée et sans cesse. Et la société civile pourra donc utiliser sa proximité avec la communauté et même avec l'État pour négocier des espaces et parler du genre et du changement climatique. Déjà, comme elles ont fait beaucoup de progrès, dans le domaine des droits de la femme et tout ça, on a gagné pas mal de matchs. Je crois que euh, c'est aussi un chemin, n'est-ce pas, pour euh, vulgariser les questions et les rapports que nous avons faits parce que ça contient tellement d'éléments. Et moi, je pense qu'on peut trouver plusieurs thématiques et on peut trouver même des petits espaces de 10 à 15 minutes. Comme je disais tantôt que le changement climatique est intersectoriel dans tous ces secteurs. Nous devrions donc négocier des espaces pour communiquer, pour vulgariser cette étude. Et les gens n'ont forcément pas le temps de lire des documents, mais des documents, n'est-ce pas, exploités ou bien mis en format facile à comprendre ou format oral, ça serait un des moyens pour communiquer autour de ce que nous avons déjà trouvé comme résultat et des pertinences dans nos études. Ça, c'est ce que je vois d'emblée. Voilà. Et puis, j'ai parlé tantôt aussi de réactualisation des études parce que, voilà, c'est très dynamique, le genre. Il y a des choses qui ont évolué depuis qu'on avait fait cette étude, mais il y a des choses aussi qui ont régressé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui demande une réactualisation continue. Merci, merci Colette. Et effectivement, on analyse des dynamiques et donc elles changent tout le temps. On ne Mhm. peut pas se contenter de dire qu'on a fait une analyse il y a 2, 3 ans et d'utiliser les données sans se questionner. Donc c'est vraiment un point crucial. Et bien évidemment, les gouvernements, les plans nationaux d'adaptation aussi évoluent. Et donc ces analyses peuvent être bénéfiques à tout moment. Peut-être avant de passer aux questions avec nos participants, peut-être une dernière question pour Anna. Dans la note de synthèse, il ressort que les impacts des analyses de genre en termes de changement sur le niveau d'investissement et de financement en faveur de l'adaptation qui répond aux questions de genre est un peu plus limité. On a un peu plus d'impact sur justement les connaissances, les compétences, sur quelques changements de pratique, mais en termes de financement, c'est encore un peu difficile. Est-ce que vous auriez un conseil ou une recommandation pour justement faciliter les impacts de ces analyses sur les financements, pour ceux qui se lancent dans ces analyses? Ok, d'accord, merci Aurélie. Oui, effectivement, comme tu l'as souligné, il y a quand même des limites. Donc, il faut dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on peut citer deux éléments. On peut noter deux éléments. Le premier, c'est que l'analyse genre a été réalisée dans un contexte centré sur l'élaboration du NAP et de ce fait, n'est pas véritablement centré sur les investissements en faveur de l'adaptation. En second plan, on pourrait dire que l'autre aspect est qu'il était vraiment important que fondamentalement les études de vulnérabilité desquelles découle toute la stratégie d'adaptation puissent intégrer le genre à partir déjà de chaînes d'impact établies sur les risques climatiques. Non, c'est deux points que je voulais souligner. Comme conseil et recommandation pour les prochains voudront, excusez-moi, qui voudront bien faire cette analyse, je pense que ce qu'il faut espérer, c'est que le plan d'investissement d'adaptation qui découle du NAP ait des critères pertinents pour des investissements qui répondent aux questions de genre. Je pense que c'est un peu le cas de la plateforme genre et changement climatique que nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire qui réunit d'ailleurs tous les secteurs, tous les sectoriels et acteurs travaillant sur les questions de genre et changement climatique qui répondent aux questions. Donc, c'est de faire, la plateforme a essayé de faire, comme je l'ai dit tantôt, au niveau des indicateurs, des options d'adaptation, sachant que ces options, les éléments de ces études peuvent être intégrés. Donc, voilà, c'est de, comment on va dire,
institutionnaliser un cadre d'échange, c'est-à-dire créer par exemple la plateforme de genre et changement climatique comme nous on l'a fait, comme la Côte d'Ivoire l'a fait. Et ensemble, il y a une synergie d'action pour que ces questions-là puissent vraiment prendre en compte. Aussi, euh, il pourrait être envisagé dans les différentes stratégies de communication, par exemple, de communiquer sur les données et connaissances clés contenues dans ces études de genre. Donc, je pense que comme petit conseil recommandation, c'est ce que je pourrais dire maintenant. Merci Aurélie. Merci Anna. Et Colette, avant que nous passions aux questions avec l'audience, est-ce que vous auriez un dernier mot ou un conseil, recommandation pour ceux qui voudraient lancer une analyse de genre? Alors, si j'ai une recommandation ou un conseil à donner aux acteurs qui veulent s'investir dans ce domaine, euh, c'est d'éviter la confrontation. Nous utilisons beaucoup la confrontation avec raison pour nous défendre, pour montrer que le genre est nécessaire. Mais dans le domaine des changements climatiques, nous avons tellement des évidences et je crois que partir des évidences et s'articuler, se focaliser sur quelques alliés, parce que les alliés, il y en a déjà assez dans tous nos pays, les gens qui reconnaissent vraiment à partir des travaux réalisés par les femmes sur le terrain pour les luttes contre les changements climatiques, où on n'a pas besoin de les convaincre, qui peuvent vraiment constituer des noyaux pour nous, pour commencer ce genre d'études parce que euh, se lancer dans ces études sans alliés, c'est naviguer à vue. Et nous, au Tchad, vraiment, les alliés nous ont, que ce soit dans le domaine des acteurs publics, de la société civile, ce sont des alliés qui ont permis vraiment de pousser cette étude. Donc, ça, c'est l'une des recommandations majeures. Merci Colette pour ces deux recommandations. Et du coup, on va donner la parole à Julie Tenk du PNUD, qui est aussi spécialiste donc des plans nationaux d'adaptation et que certains d'entre vous doivent connaître. Le PNUD a aussi financé a appuyé pas mal de plans nationaux d'adaptation et travaillé sur ces questions de genre. Et donc, on voulait lui permettre de réagir et de partager un petit peu cette expérience, justement, avant de prendre les questions. Et merci à tous pour les questions qui sont déjà dans le chat et qu'on va adresser dans une minute. Euh, donc, Julie, la parole est à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Euh, il est un petit peu tard là où je suis, donc je m'excuse d'une part si c'est un peu sombre et si mes pensées sont un peu désorganisées, mais je suis ravie d'être parmi vous. Et effectivement, je reconnais pas mal de noms dans les participants et dans les panélistes. Donc, merci au NAPLO Network de m'avoir donné un petit peu la chance de souligner un petit peu l'accent qu'on a mis et qu'on a voulu mettre sur le genre dans notre appui au NAP, notamment dans l'appui au Tchad, au Bénin, en Côte d'Ivoire, et aussi la collaboration qu'on a eue avec le NAP Global Network, où c'est souvent une intégration du genre qui a été qui a pu bénéficier de la contribution de l'expertise du NAP Global Network. Donc, en fait, suivant les directives du LEG, donc il a toujours été très important pour le PNUD de s'assurer que dans tous les appuis qu'on faisait au NAP, il y ait une intégration du genre. Dans beaucoup des projets qu'on a eu financés par le Fonds Vert, on a essayé d'avoir au moins un expert genre recruté dans toute l'équipe pour s'assurer qu'il n'y ait pas forcément juste une analyse de genre, mais que ces considérations soient vraiment prises en compte dans les différentes études qui étaient menées dans les différents projets qui duraient de 2, 3 à 4 ans. Donc, par exemple, dans certains cas, alors le Tchad, on a donné un appui assez ponctuel qui était sur la base de l'appui du programme d'appui mondial au PNA. Donc, c'était pour faire une espèce de première version d'un PNA sur la base de l'existant. Et donc, ça a vraiment bénéficié de l'appui du NAP Global Network. Mais dans d'autres pays, par exemple, comme le Niger, qui a fini son PNA, il y a eu un expert genre qui était dans l'équipe pendant 3 ans et qui a vraiment contribué à tous les différents aspects
du projet qui comprenait toutes les études de vulnérabilité, de risque, les études économiques, etc., qui ont mené à la formulation d'un PNA, mais il y a aussi des activités de renforcement de capacité, par exemple d'analyse des capacités de différentes institutions éducatives, dans des pays aussi comme la Côte d'Ivoire, où on est encore on est en train de clore un projet qui a aussi duré presque 4 ans. Là aussi, c'est un projet de longue haleine sur la formulation en profondeur d'un PNA sur la base d'une nouvelle base d'information. Et là aussi, on avait un expert genre tout le long du projet qui a travaillé de manière très rapprochée avec l'équipe du Programme national changement climatique, où il y avait aussi un expert PNA que le Nablon Natoa qui a appuyé. Donc, c'était vraiment très important de s'assurer qu'il n'y ait pas forcément juste une analyse spécifique, qui est aussi très nécessaire, parce qu'il y a des aspects qui sont à étudier en profondeur, mais aussi une attention portée tout au long des processus de formulation et des processus de mise en œuvre. Peut-être une question que j'aurais pour les intervenants qui ont présenté jusque-là et peut-être aussi d'autres participants qui sont dans ce webinaire, c'est justement en fait à quel point vous avez eu l'impression que ces contributions genre ont vraiment été prises en compte dans la formulation finale du PNA. Parce que dans certains de nos initiatives, j'ai aussi oublié de mentionner la collaboration qu'on a avec la FAO sur un projet qui était sur l'intégration dans l'agriculture. Et aujourd'hui, ce Scala, on met un accent sur le genre, on fait des sensibilisations, etc. Mais parfois, pour être honnête, on a l'impression que c'est pas forcément autant pris en compte qu'on l'aurait souhaité dans le plan d'adaptation qui est soumis à la Convention. Voilà. Merci Julie. Et du coup, ça rejoint une question qui est dans le chat sur à quel point du coup les résultats de l'analyse ont été intégrés dans le document de PNA. Et donc, je propose peut-être à Anna et Colette de répondre en premier. Je pourrais compléter par rapport à Oui, la note. excusez-moi, aussi peut-être pour préciser, ce serait intéressant de savoir si cela n'a pas été fait de manière suffisante, quels sont pour eux les obstacles qui ont mené à cette situation. Merci. Merci Julie. Et du coup, Anna, est-ce que tu veux commencer? Oui, merci Julie. Merci à Julie Teng pour la question. À quel point on a été associés? Il faut dire, en Côte d'Ivoire, je passe sous le contrôle du coordonnateur NAP, je pense qu'il est en ligne, de tous les membres de la plateforme parce que le lien a été partagé, donc les membres sont là, ils pourront faire des rajouts. Il faut dire que c'est vrai que notre PNA n'est pas encore finalisé, mais nous avons été associés depuis le début. Donc, depuis le début, c'est-à-dire depuis le début du processus jusqu'à là où nous sommes maintenant. Voilà, comme dans mon intervention, j'ai dit que on a même procédé à l'identification des indicateurs sensibles aux jeunes dans tout le document. Le premier du document nous a été partagé. On a parcouru tout le document en long, en large, question, forme fond et forme, pour pouvoir mettre les marqueurs genre intégrés. On a même proposé qu'il y ait des critères d'investissement pourcentage du montant investi en faveur des besoins des hommes et des femmes. Donc, juste pour dire que vraiment, l'analyse genre nous a permis d'avoir certains, comment je peux dire, euh, les recommandations nous ont permis de pouvoir faire tout ce travail-là, nous ont permis aussi de former tous les autres acteurs de la plateforme. Parce qu'il faut dire que la plateforme, pardon, Rémi, je rebondis en même temps sur une autre question que j'ai vue dans le chat. Il faut dire que la plateforme réunit les acteurs en genre, il y a des experts en genre, des experts en changement climatique. Donc, c'était pas forcément des experts en genre et en changement climatique. Et donc, il fallait former les acteurs, les experts genre en changement climatique et les experts changement climatique en genre. Donc, aujourd'hui, les membres de la plateforme, je pense, je l'affirme même d'ailleurs, ils ont quand même plusieurs connaissances en genre et changement climatique. Voilà. Donc, c'est comme ça que la plateforme, elle fonctionne. Donc, du coup, ces membres-là ont été associés à tous les documents stratégiques qui concernent l'adaptation, pas sous, je dirais, la table des membres de la plateforme, qu'on puisse mettre les éléments du genre dans ce document. Donc, je pense que, Julie, je ne sais pas si je réponds à votre question, on a été vraiment associés en termes d'obstacles. Je ne vois pas vraiment, mais voilà. Merci.
Merci Anna. Est-ce que Colette, tu veux rebondir par rapport au Tchad? Voilà, merci, merci d'avoir Julie, que j'ai vu le nom aussi à distance. En fait, le Tchad, ce que nous avons réussi à avoir, c'est que je crois que le genre figure en priorité numéro 6. Je n'ai pas le document dans le plan national d'adaptation. Ça, c'est vraiment la chose la plus fantastique. Donc aujourd'hui, tout bailleur ou tout acteur qui veut travailler avec les priorités nationales d'adaptation, nous avons le genre dedans. Et c'est grâce vraiment à ce processus, l'élaboration de cette étude, parce que quand on était en train de désigner le processus, de désigner les priorités pendant l'élaboration de PNA, il y avait vraiment un groupe d'alliés déjà qui étaient là et qui étaient convaincus de faire paraître le genre dans ce premier plan d'adaptation au Tchad. Donc, j'espère qu'il gardera ou améliorera sa place dans le deuxième plan d'adaptation au Tchad si c'était à refaire. Donc, voilà. Merci Colette. Et effectivement, je crois que c'est position numéro 5 ou 6. Et Oui. dans les recommandations, il y avait aussi la demande de porter une attention particulière aux normes sociales qui étaient écrites dans l'analyse de genre. Et ça se retrouve dans les actions d'adaptation qui sont notées dans le PNA. Après, pour compléter la réponse, c'est vrai que l'analyse qu'on a faite des 10 analyses de genre qu'on a pu appuyer et comment elles se retrouvent dans les PNA quand ils sont disponibles, voilà, c'est plus ou moins fort. On a rarement toutes les recommandations qui se retrouvent dans le PNA, ça serait, ça serait vous mentir. Mais effectivement, on voit deux, trois recommandations clés qui peuvent se retrouver. Je vous encourage à lire la note puisqu'on a mis divers exemples, mais par exemple au Togo, ils ont développé leur PNA sectoriel pour la santé juste après l'analyse de genre. Et un des principes directeurs de ce PNA santé, c'est de reprendre cette analyse de genre et tous ses principes. Donc elle est mentionnée, elle est là comme un document clé. Après, ça ne veut pas dire que toutes les actions soient sensibles au genre qui sont notées dans le PNA santé, mais en tout cas, voilà, il y a un premier pas qui est fait et qui contribue à faire avancer les choses. Donc voilà, donc c'est quelques exemples et il y en a d'autres dans la note d'analyse. Je vois qu'on a encore, on va dire, 1 ou 2 minutes pour répondre aux questions. Après, je demanderai à Colette et Anna si elles peuvent répondre aux dernières questions dans le chat. Mais il y avait une des questions sur les difficultés qui ont été, auxquelles vous avez fait face. Donc, durant ces analyses de genre, est-ce que Colette, tu voudrais répondre sur ce point, peut-être? Oui, peut-être je vais. Les difficultés, en fait, la première difficulté, n'oublions pas que nos pays, ces pays fragiles, ont beaucoup de priorités. Et quand tu commences à faire ce travail, ben, on va te citer des priorités. Donc, la difficulté, c'est de faire comprendre que le genre en soi est une priorité qui peut influer favorablement sur les autres priorités. Et dès que tu réussis à construire cette argumentation et à faire comprendre, tu baisses un peu, voilà, tu baisses un peu les craintes et les défis. Mais ça se comprend parce qu'il y a le défi sécuritaire, tous ces défis, les défis de transition, c'est la première chose que les acteurs publics vont mettre sur la table. Mais n'oublions pas, les statistiques sont en faveur des femmes, notre nombre, ce que nous fournissons et tout. Donc, il faut partir là avec cette note de positivité pour convaincre les gens. Donc, c'était ça au début, vraiment la difficulté. Et de faire comprendre le concept genre, parce que c'est un concept très controversé chez nous. Et donc, là, tu abordes les pistes culturelles, conservatistes et tout ça, mais on devrait donc trouver un terrain d'entente et c'est comme ça que dans notre étude, je crois on est allé à demander aux Tchadiens et aux autres acteurs quelle est leur définition de genre. Donc, pour trouver vraiment cette définition de genre qui fait un peu consensus et sur lequel on peut donc bâtir notre message de genre et changement climatique. Donc, voilà un peu, à peu près, ce que je peux répondre ici. Merci Colette.
Du coup, c'est dur de prioriser toutes les questions. J'ai vu aussi qu'il y avait des mains levées. Donc, on va peut-être prendre du coup donner la parole à Kemuel, qui est le lead adaptation pour le secteur agriculture de Sainte Lucia. Ça sera une intervention en anglais, mais s'il y a besoin de traduction pour Colette et Anna, je ferai la traduction rapidement. Euh, et pour les autres. Du coup, Kemuel, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Good morning. Good morning. Can Can you you guys keep hear it me? short so that we can stay on time? Thanks. Yeah, for us here in St. Lucia, the placement of gender on our NAP process has always been a priority for us. Whether it was looking at engagement of private sector or the public service as well. In fact, we have, as part of government available services, an entire department that is responsible for gender. And they've always been integrally involved in our national adaptation process. We do agree that gender is critical and all the dimensions of gender. The St. Lucia case in particular, we have to pay close attention to the males as well, because there's a shift in our society. There's a huge dominance of females in our society. So we need to ensure that all aspects of gender is considered when we are looking at the adaptation process. Recently in Jamaica, we were looking at the gender issues related to recovery post-disaster. One of the things that happens is very often there's a lot of pre-disaster effort made. You have post-disaster efforts as well in terms of data collection. But there was not necessarily much emphasis placed on recovery efforts to ensure that the gender considerations are considered. And so we took time in Jamaica to look at a tool that was developed jointly by the World Bank Group along with SIDIMA in Barbados. So that's a bit of work in progress. And we're hoping that when these final reports are out, that we'll be able to share them globally with our partners. But we're really glad to be part of this process. I'm going to commit ourselves and pledge ourselves to ensuring that all gender dimensions are considered in our development process. Thank you very much. Merci, merci beaucoup pour cette intervention. Comme je suis pas sûre que tout le monde ait compris l'intervention en anglais, je vais traduire très rapidement pour dire que effectivement le genre est une priorité pour Sainte-Lucie et que ça a été intégré notamment dans toutes les activités du processus PNA, en particulier le travail avec le secteur privé. Que vous avez un département entier responsable des questions de genre qui a travaillé pour cette intégration et vous notiez un point qui a été aussi souligné dans les questions, qu'il fallait faire attention ou prendre en compte les hommes aussi, parce que dans la société à Sainte-Lucie, il y a une domination en tout cas des femmes et une plus grande participation dans certaines instances. Donc voilà, ne pas oublier les deux côtés. Vous avez aussi mentionné qu'en Jamaïque, vous avez fait un travail sur la vulnérabilité post-catastrophe et toute la phase de toute la phase de remise et pour qu'on considère les questions de genre dans ces efforts pour faire face aux catastrophes naturelles et que vous êtes en train de développer un outil avec la Banque mondiale et que vous espérez pouvoir le partager avec d'autres. Et donc peut-être que sur ce, je suis désolée pour toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu. Donc je vais demander à Colette et Anna si vous souhaitez répondre à certaines questions dans le chat, d'y répondre. Et puis moi, je répondrai aussi sur les approches qu'on a pu utiliser pour les différentes analyses de genre. Il y a plus de détails dans nos notes de synthèse, donc je vous mettrai tous ces liens. Et du coup, Colette, est-ce que voilà, un dernier mot de la fin avant qu'on laisse la parole à David pour clôturer? Merci beaucoup. Merci. Le mot de la fin, c'est que il faut pas finir. Il faut continuer vraiment à travailler sur
sur le genre avec beaucoup d'ardeur parce que le niveau déjà d'ardeur ou bien ce qu'on a déjà pu gagner, si nous fléchissons, je crois qu'on va le perdre parce qu'il y a tellement des crises et des interactions, des choses encore plus compliquées qui risquent encore de relayer le genre en seconde position. Donc, j'encourage vraiment tout le monde à négocier des espaces. Le travail que nous faisons des ONG, de la société civile, c'est de négocier les espaces avec les acteurs publics. Et, j'espère que Anna sera d'accord avec moi. Donc, continuons à négocier ces espaces pour que finalement, quand ils vont voir les évidences, ils vont nous donner ces espaces sans beaucoup de bagarres. Donc, vraiment, c'est ça, ça serait ça mon mot de fin. Merci Colette. Effectivement, avoir des espaces pour continuer à discuter et à faire avancer les choses. Est-ce que Anna a un mot de la fin? Oui, Aurélie. Colette, je suis tout à fait d'accord. Je partage votre avis. Un mot de la fin, que puis-je dire? Je pense que on a tout dit. Seulement, ce que je peux dire, c'est qu'il faut qu'on continue le combat. Comme Colette l'a souligné, il ne faudrait pas que ce soit un bras de fer entre nous et la population, les gouvernements et autres. Il faudrait qu'on continue toujours la sensibilisation, d'expliquer que le concept genre n'est pas une affaire de femmes, c'est pas une affaire des femmes. Autant on prend en compte les besoins des femmes, autant on prend en compte les besoins des hommes. Donc, c'est juste continuer ça. Et surtout, pour l'intégration du genre dans le processus PNA ou dans tout projet, il faut qu'on privilégie la synergie d'action. Il faut vraiment associer tout le monde, tous les secteurs concernés, tous les acteurs concernés, la société civile, le secteur privé, la population. Donc, surtout axé sur la synergie d'action. Voilà, Aurélie. Merci. Merci Anna et merci Colette vraiment pour votre participation, votre partage honnête et sans langue de bois, j'espère. Enfin même j'en suis sûre. Donc je vous encourage à répondre aux dernières questions qui sont dans le chat et dans la fonction questions-réponses. Et pour les questions auxquelles on n'aura pas pu répondre, on y répondra par email. Quand on partagera les slides sans problème. En tout cas, merci à tous et à toutes pour vos questions. Et désolée pour ceux qui ont levé la main et à qui on n'aura pas pu donner la parole. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez retrouver donc la note de synthèse en ligne. Elle est disponible en anglais et en français, donc qui s'intitule Maximiser les impacts des analyses de genre spécifiques au processus des plans nationaux d'adaptation. Et donc, on vous remet le lien dans le chat. C'est une note assez courte et vous trouverez des exemples voilà, de chaque pays. Et je vais passer peut-être rapidement à la slide suivante, vu qu'on est proche de la fin. Effectivement, la note, elle rassemble des exemples de nos différentes analyses sur les changements et les impacts qu'elles ont pu avoir au niveau de 4 différentes, on va dire, catégories. À la fois les changements sur le plan des politiques, donc est-ce que ça a eu une influence sur le document de PNA ou sur les stratégies genre et changement climatique qui ont pu être élaborées? Est-ce qu'elles ont permis, ces analyses, de faire évoluer les connaissances ou les pratiques, par exemple d'améliorer les connaissances sur genre et adaptation, ou de faire en sorte, par exemple, qu'un marqueur genre puisse être mis en œuvre? Est-ce qu'il y a eu des changements sur le plan de la collaboration, donc par exemple entre les différents ministères en charge du genre et en charge des changements climatiques? Et est-ce que elles ont eu des impacts sur la hausse des investissements en faveur de l'adaptation? Donc on a entendu les quelques exemples du Tchad et de la Côte d'Ivoire et on retrouve des exemples d'autres pays dans la note. Et du coup, peut-être pour ceux qui n'auront pas le temps de lire la note, il y a 5 facteurs de succès qui ont été identifiés pour vraiment pour maximiser en fait les impacts de ces analyses genre.
Le fait que le processus soit approprié par les différents acteurs clés, on a parlé de leadership pendant ces quelques minutes. Donc effectivement, c'est très important que les personnes assez haut placées dans le processus PNA puissent être inclus dans cette analyse genre et puissent du coup vraiment prendre pour eux les recommandations et les transposer dans les documents PNA et dans tout le processus. Donc ça, c'est vraiment un point important. Il faut associer les bonnes personnes dans ces analyses genre. Le point numéro 2, c'est l'engagement des principales parties prenantes pour garantir une diversité des voix. Donc effectivement, il faut des leaders qui ont une influence sur le document de PNA, mais il faut aussi que cette analyse, elle soit représentative des voix diverses de la société civile, du secteur privé, etc., des hommes, des femmes, des personnes de différents genres. Donc ça, c'est vraiment clé pour avoir une analyse qui soit solide et représentative. On a noté aussi l'importance du partage proactif des résultats de l'analyse genre sur une base continue. On a noté que parfois, l'analyse genre, elle est partagée seulement au moment où elle est faite, et puis qu'après, on la laisse dans un placard, dans un carton. Et donc, ça, c'est vraiment important de diffuser les résultats au fur et à mesure, de manière continue pour qu'elle continue à vivre et qu'on puisse utiliser ces données et qu'elles puissent effectivement que les données puissent être incluses dans le document de PNA ou les autres documents de politique. Il faut des recommandations ciblées visant des points d'entrée spécifiques dans le processus PNA. C'est pas pareil si on fait l'analyse au moment du lancement du PNA ou après son lancement ou au moment où on va renouveler le PNA. Donc vraiment faire attention à quel moment du processus on est et ajuster la méthodologie. Et enfin, dernier point, il faut des efforts continus pour soutenir l'application de l'analyse de genre dans le processus PNA. Et donc effectivement, les pays où il y a une équipe dédiée sur le genre qui peut soutenir ces efforts continus, ça marche mieux. Voilà, ou une plateforme genre et climat, on le soulignait en Côte d'Ivoire et Colette soulignait aussi au Tchad l'importance de ces plateformes et de ces relations. Donc voilà pour les 5 facteurs de succès. Et on a une petite minute de retard, mais je voudrais quand même... voilà, je vais relaisser la parole à David et j'ai vu que nous avions, je crois, Dibord du Sénégal qui est connecté et qui levait la main pour le mot de la fin. Oui, merci. Donc, comme Aurélie l'a dit, donc, avant de conclure, je voudrais bien passer la parole à Madame Dibor Sarr, qui est chargée du programme d'adaptation et point focal national genre pour la UCC, à la division des changements climatiques du ministère de l'Environnement et du Développement durable et la transition écologique du Sénégal, pour qu'elle partage ses remarques finales avec nous. Et comme contexte, le Sénégal vient en effet de finir son analyse de genre et nous serons ravis d'entendre une minute ou deux de réflexion sur les échanges que nous venons d'avoir, peut-être. Donc, la parole est à vous, Dibord. Bonjour, Bonjour. bonjour Aurélie, bonjour David. Et merci pour cette opportunité et merci encore au PAC PNA d'avoir appuyé le Sénégal dans l'analyse genre du processus PNA. C'est vrai, nous, au Sénégal, on a démarré le processus depuis 2015 avec une approche sectorielle. Et donc, l'étude genre est arrivée au moment où on était en plein dans le processus. On avait déjà finalisé le plan national d'adaptation du secteur de la pêche, le secteur de la zone côtière. Et on était vers la fin pour les PNA des secteurs de l'agriculture, de la santé, des infrastructures de transport terrestre et pour la gestion des risques de catastrophes axés sur les inondations. Mais je pense que c'était vraiment utile au regard, en tout cas, des résultats qui sont sortis de cette analyse genre, parce il faut quand même le reconnaître. Il y a eu vraiment des lacunes concernant ce processus-là. Heureusement qu'avec
On a eu par rapport à certains secteurs, le secteur de la pêche, par exemple, on a eu quand même un peu, en tout cas, même si ce n'est pas entièrement des aspects liés à la prise en compte du genre, concernant également les PNA des secteurs de la santé, de la gestion des risques de catastrophe, des infrastructures, mais également de l'agriculture, parce qu'au moment de formuler le plan national, le document de projet, quand même, on avait recruté un expert genre qui avait en tout cas contribué à l'élaboration du document de projet et on avait quand même identifié des indicateurs, notamment tout ce qui est formation et également le financement. Et on a pu quand même euh, former euh, des femmes, même si on n'a pas atteint le nombre qui a été ciblé au départ. Et on a eu quand même à financer quand même 2 micro-projets. Maintenant, par rapport à cette étude genre concernant le processus, c'était, comme je l'avais dit, c'était utile parce qu'on est dans le processus, on n'a pas encore fini. On a aujourd'hui 4 secteurs qui doivent faire l'objet également de plans nationaux d'adaptation avec l'appui du FEM, l'élevage, le tourisme, la biodiversité et les ressources en eau. Et les recommandations qui ont été formulées nous permettront en tout cas de mieux prendre en charge la question du genre dans ce document du début jusqu'à la fin. Et actuellement, on est dans un processus de maturation de documents de projet. Je pense que, en tout cas, dans ce cadre-là également, on va veiller à ce que vraiment la question de genre soit prise en compte. Maintenant, par rapport à ce que j'ai entendu concernant l'atelier, je suis malheureusement arrivée un peu en retard, mais j'ai pu quand même en tout cas écouter la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et ce que j'ai retenu de ce qu'elles ont dit, c'est vraiment cette compréhension, améliorer la compréhension concernant le concept de genre. Parce que ici, en tout cas, la plupart des gens, quand vous dites genre, ils pensent à femme. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes sur les changements climatiques. Quand on parle de vulnérabilité, ça peut, en tout cas, ça peut porter atteinte aussi bien aux hommes et aux femmes. Et je pense qu'il est important de prendre en charge cela. Maintenant, l'autre aspect, ce que j'ai également retenu de ces échanges-là, c'est le plan par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est les aspects liés au financement, à la nécessité en tout cas d'avoir un plan d'investissement. La question de la plateforme également me semble quelque chose vraiment d'important parce que ça permet en tout cas de regrouper l'ensemble des acteurs de tous bords. Il y a la question de la synergie d'action, je pense que c'est ça. C'est ce qu'a dit tantôt également Madame je pense que c'est du Niger. Je pense, non, c'est d'éviter la confrontation et partir vraiment des évidences. Je pense que c'est un aspect important aujourd'hui. Si nous voulons bâtir des politiques sur la question de genre, il est important aujourd'hui d'avoir des données sur lesquelles pouvoir bâtir cette politique-là. Et l'autre Merci aspect, beaucoup, Dibor. oui, je pense que Je c'était ça. m'excuse. Donc, j'ai été un peu long. Non, Et excusez, merci au PADPENA. je suis gêné de vous interrompre, mais merci en tout cas d'avoir partagé vos expériences et c'est encourageant d'entendre toutes ces avancées dans votre pays. Et aussi, merci d'avoir partagé vos impressions et réactions par rapport à ce qui a été dit. Voilà, nous sommes arrivés à l'heure. Je tenais à remercier à tous les intervenants et intervenantes, tous les participants et tous mes collègues pour votre participation à ce webinaire. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse électronique qui est indiquée ici. Nous vous encourageons à rejoindre le réseau. Vous pouvez nous trouver sur le site web. Nous avons
une mailing list. La plupart d'entre vous avez sûrement vu vous avez reçu l'invitation à travers cette mailing list, mais voilà, suivez-nous sur nos réseaux et nous serons ravis de partager avec vous davantage d'informations et d'opportunités d'échanger comme aujourd'hui. Et finalement, si vous avez 2 minutes juste pour pour remplir le questionnaire qui va apparaître quand vous allez sortir du webinaire, ça serait super. Ça va nous aider d'améliorer la qualité, le contenu de ce que nous proposons. Donc, sur ce, nous vous souhaitons une très belle journée, euh, dîner, apéro, merienda. Fin de journée et merci, à une prochaine. Au revoir.